Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Bonjour Quentin Bataillon. On s'est croisés il y a environ 10 mois. Vous étiez en pleine campagne électorale. J'ai une question toute simple pour démarrer cet entretien. Est-ce que votre vie a changé? Alors ma vie, oui, incontestablement. Déjà, elle a beaucoup plus d'aller-retour en train, puisque normalement je pars à Paris le dimanche soir ou normalement le lundi matin jusqu'au jeudi où je reviens. Et oui, c'est une semaine coupée en deux, à la fois la partie parisienne entre guillemets à l'Assemblée nationale pour porter les sujets de la circonscription, et puis l'autre semaine qui débute à partir du jeudi soir ou du vendredi sur le terrain avec l'ensemble des associations, des élus, des chefs d'entreprise et de tous les particuliers qui veulent me rencontrer ici ou dans les permanences que je peux faire dans les autres mairies des autres communes que Saint-Étienne. Alors, je ne suis pas un novice dans les interrogations avec les députés ou les sénateurs ou les politiques, mais j'ai une question qui me taraude un peu, c'est quand je vous vois tous, vous êtes tout le temps sur le terrain, tout le temps à l'Assemblée. Est-ce que vous avez le temps un peu d'avoir une vie privée, de vous dégager quelques heures ou quelques jours pour rester en famille, pour faire un peu autre chose? Alors à la fois c'est important aussi d'avoir des moments de coupure, effectivement, mais non, on a peu de temps. On a peu de temps, d'autant plus avec un mandat qui a commencé très vite, avec tout de suite beaucoup de réformes, des réformes d'ailleurs compliquées qu'il fallait aussi expliquer sur le terrain. Et puis c'est un engagement de campagne. Vous vous rappelez, je vous l'avais dit d'ailleurs, le fait d'être un député de proximité, un député de terrain. Et je suis resté, on va dire, dans la même lancée, dans la même énergie, le même temps que j'avais pour ma campagne. Donc finalement ça continue comme ceci, avec voilà, un petit peu de temps libre, souvent le dimanche soir lorsque je reprends le train. Voilà. Mais je le fais avec plaisir, par passion, et c'est ainsi que je vois en tout cas Est-ce que ça correspond à l'idée que vous en aviez? Vous aviez un peu l'expérience, mais est-ce que c'est l'idée que vous vous étiez fait du rôle du député? Je pense que ce qui est très nouveau, c'est que depuis mon élection déjà, c'est ce sentiment, tous les matins, en tout cas à chaque fois que je débute mes activités, la peur de décevoir et l'enjeu d'être utile. Voilà, c'est quelque chose qui n'était pas absent dans mes précédentes missions, mais qui est d'autant plus fort, parce que là, je suis vraiment en direct, en contact avec les gens. C'est quelque chose qui ne va pas, ou si je promets quelque chose que je ne peux pas faire derrière, c'est moi directement qui viendront voir, et non plus mon patron en politique, et non plus un autre élu. Donc oui, ça change la chose. Il y a de l'exposition, déjà, et puis voilà, ce souci en permanence de ne pas décevoir et d'être utile. Alors, on va mélanger le national et le local. Et la question qui vient, elle est reliée aux deux, parce qu'il y a quelques jours, ou peut-être même pas quelques semaines, les manifestations, votre permanence a été attaquée, je ne sais pas si c'est le mot qu'on peut employer. Comment vous avez vécu ça et comment vous l'expliquez? On est dans une démocratie, normalement on est là pour se battre avec les mots, mais pas avec des actes violents. Oui, absolument. Et du côté des mots, il y a les syndicats que j'ai pu rencontrer à plusieurs reprises, qui ont pu venir aussi me voir pour la CGT à Saint-Prix-en-Jarret, juste avant une réunion que j'organisais autour de la vie associative, les autres syndicats, Sudrail, CFDT, que j'ai pu également rencontrer. Donc là, effectivement, c'est les mots, c'est le dialogue, même si on sait qu'on ne sera pas d'accord, c'est important que le fil du dialogue soit toujours tendu, ouvert. Après, effectivement, le sujet des casseurs, c'est autre chose. Voilà, c'est le plaisir effectivement de casser, le plaisir de blesser, le plaisir parfois d'aller plus loin que blesser. Et vous savez, au-delà de ma personne, au-delà du sujet de ma permanence, moi, ceux pour qui j'ai le plus de peine, c'est les commerçants qui arrivent le matin et qui découvrent leurs vitres cassées. C'est les agents municipaux qui plusieurs fois par semaine, doivent enlever les poubelles brûlées, qui doivent nettoyer les rues. Et puis c'est les passants, c'est aussi les habitants qui parfois ont juste peur de descendre chez eux, pour ceux qui habitent dans l'hyper-centre-ville, peur de descendre de chez eux parce qu'ils voient de la violence juste en bas de leur fenêtre. Voilà. Donc c'est plutôt à eux que je pense, puisque moi, on va dire que je pouvais anticiper cette violence qui n'est pas nouvelle. Cette violence, elle n'est pas un peu contre-productive dans leur discours justement à l'opposition? Si, clairement. Tout ce qui est excessif et insignifiant, je pense qu'effectivement, ça ne va pas du tout dans le sens de leur cause, clairement. Donc on va revenir sur cette réforme des retraites. Est-ce que le souci ne vient pas aussi qu'on l'a mal expliqué, comme souvent en politique, où les gens ont mal compris? Quel est finalement ce fait qu'aujourd'hui tout le monde est contre Emmanuel Macron et on se rend compte que finalement les retraites c'est un peu un prétexte? Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison sur l'ensemble des points que vous venez de donner. Premier point, effectivement, c'est une réforme qui est extrêmement compliquée à expliquer parce qu'en fait, il y a autant de systèmes de retraite finalement que de retraités ou de futurs retraités, puisqu'on a tous des carrières de moins en moins linéaires, on a tous un calcul de droit qui n'est pas simple, qui est très personnel, très individuel. Et donc, c'est difficile d'expliquer à quelqu'un exactement pour combien et à quel âge il partira à la retraite, même s'il y a de grandes règles. Ensuite, oui, on aurait sûrement pu faire mieux en termes de pédagogie, on aurait peut-être pu prendre encore plus de temps. Mais on sait par la définition que la réforme des retraites est l'une des réformes historiquement les plus impopulaires. Les précédentes l'étaient également et celle-ci. Celle-ci, et je le vois bien sur le terrain, je sens et je la vis la colère. Et je peux la comprendre, la colère des jeunes bien sûr à qui on laisse une planète dans un état catastrophique. Et puis au-delà des retraites, il y a le sujet du travail au sens large. Le travail qui n'est pas assez rémunéré en France.
Et puis aussi le rapport au travail qui a évolué, notamment après le Covid. J'ai passé un certain temps dans l'agence de Pôle emploi à Saint-Étienne et j'ai pu voir à quel point la façon dont notamment les jeunes voient l'accès au travail a changé. Ils veulent aujourd'hui une entreprise qui ne pollue pas, qui soit responsable aussi à la fois pour l'environnement mais aussi dans la société. Oui, mais il y a toute une évolution qui doit aussi être prise en compte et au niveau des salaires aussi. D'ailleurs, vous savez, je faisais partie des quelques parlementaires de la majorité qui avaient voté la taxe sur les superdividendes parce que je pense qu'il y a une question aussi de répartition de la richesse, d'autant plus ici oui, sur le terre ouvrière. J'ai envie de vous dire, on se trompe un peu parce que le combat il est mondial, la planète c'est le monde entier. Et si nous on se bat sur l'environnement, sur les salaires, c'est pas les mêmes conditions à l'autre bout du monde ou même en Europe. Donc là il y a aussi un souci. Oui, le combat effectivement il est aussi européen. Il est biaisé, j'allais dire, le combat. Non, je pense pas qu'il est biaisé. Je pense qu'il y a un quand on combat. fait venir une entreprise slovaque pour monter un chapiteau à Saint-Étienne, qui est moins cher, forcément, on ne va pas pouvoir tirer les salaires vers le haut. Ça, c'est justement l'intérêt des règles de travailleurs détachés au niveau européen. C'est justement ce qui est censé changer la directive sur les travailleurs détachés, c'est justement le fait qu'il n'y ait pas ce dumping social qui au-delà d'impacter notre économie, agace tout le monde, parce qu'il crée de l'injustice et il crée une concurrence déloyale. Comment vous pensez que le président de la République peut se remettre dans le bon sens? Je pense que déjà, en termes de méthode, c'est sa présence sur le terrain. Même si parfois il peut être bousculé, même s'il y a aujourd'hui ce sujet des casseroles, même si objectivement je pense que le rôle des députés, c'est pas de taper sur les casseroles, c'est d'agir pour remplir les casseroles des Français. Et ça, c'est faire remonter l'information. Un autre débat. Mais ça, ce qui est important, effectivement, c'est sa présence sur le terrain pour aussi voir qu'il y ait conscience de la colère qui dépasse celui des retraites. Et puis qui continue effectivement, ce pourquoi il a été élu, c'est-à-dire l'ensemble des réformes, il l'a dit, il y a aussi un sujet d'autorité, il y a un sujet d'ordre, il y a plusieurs annonces qui ont été faites, notamment pour les 200 brigades de gendarmerie, il y a un sujet effectivement de santé, il y a un sujet d'environnement, il y a un sujet d'école, et il y a une annonce très forte qui a été faite avec la revalorisation des enseignants, c'est 100 à 200 euros net de plus par mois, plus éventuellement des missions qui pourraient leur être rémunérées en plus pour atteindre encore 10% de plus de salaire. Donc plus 10% et encore plus 10%. C'est un retard effectivement qui devait être rattrapé et c'est important pour l'éducation de l'ensemble des enfants français. Et bien sûr, une ambition en termes de méthode, c'est les fameux 100 jours. Est-ce qu'on peut reprocher au président de la République de ne pas être allé plus loin dans ses propositions, dans ses annonces, sur son allocution télévisée? Sauf qu'aujourd'hui, on a une situation qui est quand même complexe. On a une majorité relative. Donc, il peut difficilement aller plus loin que le Parlement et des compromis qu'on doit trouver. Mais ces 100 jours, en tout cas, donnent le cap. En 100 jours, il faut que l'ensemble des acteurs puissent trouver des choses ambitieuses pour relancer le pays et surtout revenir au dialogue. Cette réforme des retraites, elle n'aurait pas été plus légitime si on avait voté... Effectivement, on avait voté et pas fait le 49-3. Vous savez, moi je fais partie des quelques parlementaires de la majorité qui ont regretté l'usage du 49-3. Et la réalité, au-delà de cette réforme qui n'est pas populaire, c'est qu'on a, pour les citer, notamment dans le département, des députés les Républicains qui appelaient cette réforme de leur vœu depuis plus de 10 ans. Qui appelaient même à une réforme plus dure. C'était pour eux au moins 65 ans au départ, alors que nous c'est 64. Et qui, une fois arrivés dans l'hémicycle, ou quelques jours avant d'arriver dans l'hémicycle, me sont dit que finalement, ils n'avaient peut-être pas s'embêter à la voter. En tout cas, qui n'ont pas été au niveau ni des responsabilités, ni de ce qu'on peut appeler un parti de gouvernement, ce qui a obligé le gouvernement de ne pas prendre le risque à déclencher le 49-3, qui ensuite a déclenché un vote, celui de la motion de censure, qui n'a pas été adopté. Il n'y a donc pas d'autre majorité que la nôtre possible à l'Assemblée nationale. Et comment vous expliquez qu'aujourd'hui on dit aux Français, il n'y a plus d'argent, alors on ne va pas parler des Jeux Olympiques parce que là il y a de l'argent, mais il n'y a plus d'argent pour payer vos retraites, il faut travailler plus longtemps. Et quand on regarde un peu dans ce document, on se rend compte qu'il y a plus d'un Français sur deux de plus de 50 ans qui n'a plus d'emploi. Alors, il y a effectivement un problème sur l'emploi des seniors, ça c'est vrai. Et l'emploi des seniors, c'est pas seulement sur les 2 années de plus avant la retraite. L'emploi des seniors, c'est souvent à partir de 45-50 ans. Et la visite que j'ai pu faire à Pôle emploi a pu me le confirmer, notamment même chez les cadres, où il y a un vrai sujet. Et là, effectivement, il faut qu'on travaille. C'était d'ailleurs le sens du contrat senior, qui a malheureusement aussi été retoqué par le Conseil constitutionnel. Donc, ça nous appelle à retravailler ce sujet, effectivement, des emplois de fin de carrière, des emplois entre guillemets dits seniors dans une autre loi travail. Après, voilà, le système des retraites, le système par répartition, fonctionne justement parce que ce sont les actifs qui payent la retraite de ceux qui sont à la retraite. Donc, c'est un système vraiment à part, c'est des finances qui doivent être justement pour être protégées, ne peuvent pas être mélangées avec les autres budgets de l'État. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Et même si parfois, nos concitoyens, je les comprends, peuvent être un peu perdus par ces grandes masses, par ces milliards qu'on annonce,
l'intérêt et la protection du régime des retraites, c'est justement d'être cloisonné des autres budgets et d'avoir justement non pas être financé par du déficit supplémentaire, des emprunts supplémentaires qui vont peser sur les générations futures en plus de peser sur l'actuel, mais justement par ce système par répartition qui fait justement la richesse du système. Parce que quand on voit toute cette richesse intellectuelle de ces gens de plus de 50 ans et tout ce qu'ils ont acquis, moi je me dis toujours que c'est des gens qui pourraient transmettre justement à cette jeunesse comment on travaille. Parce que quand on a 20 ans, on a plein d'idées, mais on ne sait pas travailler. Et quand on a 50 et qu'on sait travailler, on est au chômage, quoi, ou on est sur la touche. Et vous avez tout à fait raison. Donc on ne peut pas mélanger ces deux liens. Nous avons lancé tout un travail interne aussi au Parti Renaissance, aussi dans la loi. Et l'une des propositions qu'on a fait remonter à Paris, justement, c'est aussi, par exemple, l'idée de parrainage entre des grandes entreprises et des très petites ou des moyennes entreprises, justement sur les emplois seniors. C'est-à-dire que dans de grandes entreprises, parfois des grands cadres peuvent à un moment avoir besoin d'être réorientés et ils pourraient justement être parrainés, atteindre du coup un emploi dans une plus petite entreprise, une moyenne entreprise, et là effectivement faire partager à la fois aux jeunes mais à l'ensemble des autres cadres de cette entreprise leur expérience pour le développement de cette entreprise. Donc ce serait un système de parrainage entre des grandes et des petites et moyennes entreprises. Donc vous voyez, il y a plein d'idées, il y en a d'autres qu'on va pouvoir développer dans le cadre de la future loi travail, mais en tout cas moi j'y serai très actif. Je pense aussi par exemple un autre point sur le rapport au travail, cette proposition de compte épargne-temps universel. Cette idée qu'on puisse acquérir des RTT, mais plus que les RTT, je pense que l'État doit intervenir pour nous donner des droits supplémentaires qui puissent, à partir d'un certain temps dans le milieu professionnel, nous permettre à un moment dans la vie, soit parce que la vie aussi est faite d'aléas, de difficultés, mais aussi par souci de reconversion, parce qu'une carrière n'est pas linéaire, de pouvoir atteindre jusqu'à une année libre, tout en restant salarié par l'entreprise, justement pour se réorienter ou faire face à un problème de vie. Pour rester dans l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez, à un moment, on en parlait un peu moins, est-ce que vous avez eu peur d'une dissolution? Ou est-ce que c'est des choses qui paraissaient logiques, qui ne le paraissent plus aujourd'hui? Comment ça s'est passé au sein de cette Assemblée nationale, ce mot de dissolution? On en a peur, on se dit tiens, il va falloir repartir au combat pour être réélu. Comment on le vit ça aussi? Écoutez, moi j'ai essayé de pas trop me poser la question, et je la pose d'ailleurs toujours pas. Je fais mon travail sans me poser de questions. Je suis très présent sur le terrain, je suis très présent à l'Assemblée nationale, j'essaye de porter l'ensemble des dossiers, notamment des entreprises. Par exemple, dans quelques jours, j'emmènerai le patron de chez Vernet Caron rencontrer le ministre des Armées dans le cadre de la future loi de programmation militaire pour que notre territoire y récupère en richesse, y récupère en emploi, y récupère justement en carnet de commandes, parce que c'est important. Donc je ne me pose pas la question de la dissolution. J'avance, je travaille, et quelle que soit, on va dire, la fin de mon mandat, qu'elle arrive de manière prématurée ou non, pouvoir me regarder dans la glace et me dire voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais pour être utile, pour être efficace et je n'ai pas de regrets. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois et c'est aussi pour ça que parfois sur des lois telles que les retraites, il m'arrive de porter des choses qui sont un petit peu disruptives par rapport à la majorité. Je suis heureux que le Conseil constitutionnel ait confirmé mon idée de valoriser l'engagement associatif dans ce texte des retraites puisque c'est bien présent dedans. Le gouvernement a 1 an pour émettre du coup les propositions au Parlement. C'est écrit dans la loi, validé par le Conseil constitutionnel. Et ça, c'est quelque chose qui était un combat longue haleine, qui avait débuté bien avant moi. Et je suis heureux en tout cas d'avoir pu le porter vraiment jusqu'à la réussite. Parce que c'est une vraie reconnaissance pour nos bénévoles. Et puis c'est vraiment une bonne idée. On parle de dissolution, on a évoqué le sujet. On parle aussi d'un remaniement. Est-ce que quand on est député, quand on est comme vous, un jeune député ambitieux qui a quand même un parcours, est-ce qu'on essaie de se placer un peu pour les futurs postes s'il y a un remaniement? Vous savez, moi, la seule chose que j'essaie de placer, c'est de mon territoire. Comme je vous l'avais dit, quand la ministre des Sports vient ici, je me débrouille pour qu'elle vienne dans la circonscription rencontrer par exemple tous les bénévoles associatifs, ce qui était une première pour une ministre des Sports. Lorsque je vais voir le ministre des Armées, je lui parle de Vernet Caron. Lorsque je vais voir la ministre de la Culture, je lui dis qu'il faut que les œuvres nationales circulent un petit peu plus que dans les grands musées parisiens, notamment chez nous. Voilà, moi, c'est la seule chose que je souhaite placer et je pense que j'ai encore pour répondre à votre question, beaucoup de travail à faire sur la circonscription. Je n'ai été élu il n'y a que 10 mois, donc mon travail il est ici aujourd'hui et j'y suis pleinement concentré. Alors on est là avec le site Véridique aussi, et le journaliste de Véridique m'a parlé d'un amendement que vous aviez voté avec une augmentation de 10% pour les AESH, j'ai pas dit de bêtises. On en est où là? Alors les AESH c'est très important. C'est toutes les personnes qui accompagnent les enfants avec un handicap, qui soit léger ou qui soit plus important dans les classes. C'est ce qui permet aux enfants porteurs d'un handicap de pouvoir continuer d'être dans les écoles, de continuer d'être dans les classes avec les autres. Et je pense que c'est vraiment essentiel. Donc elles ont un rôle qui est important. Mais elles ont un rôle qui n'est pas difficile aussi en temps, parce que malheureusement, elles peuvent difficilement avoir un temps plein, puisqu'elles accompagnent sur une vingtaine d'heures l'enfant en question, et elles étaient extrêmement mal rémunérées.
Donc déjà, dans un premier temps, j'ai porté cet amendement pour les augmenter de 10%. Donc j'entends d'autres collègues qui crient au niveau des AESH, sauf que ces collègues n'ont pas voté cet amendement-là. Moi, j'ai pu porter cet amendement, donc plus 10% à partir de septembre prochain. À partir de septembre prochain, donc la rentrée prochaine d'augmentation pour les AESH. L'autre chantier, l'autre travail qui est essentiel pour les AESH, c'est de permettre à toutes celles, parce que c'est surtout des femmes, toutes celles qui le souhaitent, parce qu'elles ne le souhaitent pas toutes, d'atteindre des 35 heures, d'atteindre un emploi à temps plein et donc de les sortir de la précarité. Donc ça sera l'autre chantier à partir du mois de septembre et en tout cas, elles peuvent compter sur toute ma détermination pour le réussir. Il y a un sujet qui revient souvent et pour cause, parce que je l'ai vécu assez souvent ces derniers mois, c'est l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait pour régler tous ces problèmes, les urgences, le manque de moyens, les services qui ferment? On a beaucoup de villes, des petites villes où les maternités ferment. Là aussi, c'est pas des priorités qu'on doit faire? Parce que l'hôpital, c'est quand même quelque chose de fondamental, j'ai envie de vous dire. Absolument, c'est la santé, c'est le cœur de tout. Et l'hôpital est redevenu une priorité déjà après le Covid, au moment du Ségur. Et je ne parle pas des parkings qu'il faut payer, qui sont très chers, c'est le débat. Oui, bien sûr. L'hôpital est redevenu une priorité au lendemain du Covid. On s'est rendu compte de la crise, de la catastrophe dans laquelle on avait poussé notre hôpital. Déjà, il y a un problème structurel. Je faisais partie des premiers, vous vous en souvenez, députés de la majorité présidentielle à appeler à la fin ce qu'on appelle la tarification à l'activité. Tarification à l'activité faisait de nos centres hospitaliers, notamment publics, des centres de profit et les désorganisait totalement et faisait qu'ils étaient techniquement pas viables financièrement. Donc ça, je suis heureux que le président de la République ait annoncé la fin de ce fameux AT2A pour lequel je m'étais engagé pendant ma campagne, d'ailleurs contre mon propre camp politique. Donc ça, c'est déjà une évolution structurelle utile. Ensuite, nous avons eu l'occasion de faire venir le ministre de la Santé au CHU de Saint-Étienne. Il a pu voir justement les difficultés. Il a pu voir que le CHU, par contre, était vraiment très novateur et vraiment en avance en termes de régulation, notamment avec le SMUR. Donc, il y a tout un travail effectivement de régulation. Ensuite, vous le dites, il y a un travail vis-à-vis des déserts médicaux. Moi, dans ma circonscription, je vois qu'une ville comme Rochefort. Feur qui est dans l'actualité aussi. Absolument, avec son service des urgences et je soutiens en tout cas de tout cœur pour y être aussi concerné à titre familial, de tout cœur ceux qui essayent de se battre pour faire revenir les urgences à Feur parce que je pense qu'effectivement on ne leur a pas toujours dit toute la vérité. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour revenir à la circonscription, nous avons aussi le sujet des déserts médicaux, effectivement. C'est-à-dire, par exemple, des personnes qui viennent me voir, que ce soit à Roche-la-Molière ou à Saint-Généraire, pour prendre que ces deux exemples, et qui n'ont plus de médecin traitant, ou qui n'ont plus de médecin qui peuvent venir à domicile, alors qu'eux-mêmes ne peuvent plus se déplacer. Ou alors on vous donne un rendez-vous dans un an. C'est ça. Et donc là, pour les spécialistes notamment. Donc là, il y a un vrai enjeu effectivement à court terme sur lequel on travaille pour savoir aussi comment on peut mieux conditionner les installations des jeunes médecins. Je pense qu'il y a aussi un enjeu à ce niveau-là. Je pense qu'il y a une question de responsabilité aussi pour les médecins généralistes. On voit bien que le métier a évolué et c'est légitime. Les médecins aujourd'hui veulent faire moins de garde, les médecins veulent avoir plus de temps libre et on peut le comprendre, c'est aussi le sens de la vie. Sauf qu'aujourd'hui, il y a aussi une question de responsabilité vis-à-vis de l'État qui leur a fait confiance par le financement de leurs études et par rapport à leur métier qui est vraiment important. On avait fait le choix de mettre fin au numerus clausus, mais malheureusement, l'ensemble de ces politiques mettent un certain temps à amener des effets. On est dans une époque où, en plein paradoxe, où on a de plus en plus de chômeurs, quand on écoute parler les gens, qui disent même, je l'entends souvent, c'est fainéant de chômeurs, et de l'autre côté, vous avez tout un tas de métiers qui ne trouvent pas de main-d'œuvre et qui ne trouvent pas de personnel. Comment on peut rassembler les deux là aussi ? Je pense qu'effectivement, moi en tout cas, je ne ferai jamais partie de ceux qui stigmatisent les chômeurs. Je pense qu'il n'y a pas de plaisir à être au chômage, ça c'est clair. C'est vrai que c'est vachement aisant de vivre avec 400 € par mois. Je vois tellement de commentaires. Oui, tout à fait. Non, je pense qu'il n'y a aucun plaisir, ni socialement, ni financièrement, à être au chômage. Vous avez tout à fait raison sur le fait qu'on a beaucoup de métiers en tension. Mon passage d'ailleurs au Pôle emploi l'a confirmé. On a beaucoup de métiers en tension sur la restauration, l'hôtellerie, sur l'industrie. Je pense notamment aux chaudronniers, je pense à plein d'autres métiers industriels qui est le cœur quand même de notre département. Moi, mon rôle, c'est justement de connecter les acteurs économiques. C'est ce que je vais faire bientôt avec Pôle emploi, parce que je vais réunir tous les représentants aussi des filières et Pôle emploi justement pour trouver les meilleures solutions pour pousser nos jeunes vers le bon chemin. J'étais ce matin encore, je visitais le lycée professionnel du Marais, Sainte-Marie, qui est un lycée certes privé, mais qui a vraiment une vraie logique d'aller sur ces métiers en tension, qui vont justement regarder en lien avec les professionnels là où il faut des métiers, qui créent la formation du coup adéquate, qui va chercher les jeunes et qui les forme vers de vrais débouchés. Parce que je pense que là, il y a aussi un sujet, c'est d'avoir des études, d'avoir des cycles d'études qui amènent aussi à de vrais débouchés professionnels, à de vrais besoins de la société. Et aujourd'hui, dans la Loire, il faut se tourner quand on est jeune vers quel métier? Vous avez des pistes?
Dans l'industrie, chaudronnier notamment, sont beaucoup recherchés. On a aussi l'hôtellerie, la restauration. Voilà, ce sont les métiers en tout cas les plus en tension actuellement dans le département. On a d'autres métiers après nouveaux. Je pense notamment à la cybersécurité dont nos industries auront de plus en plus besoin. Les métiers de sécurité au sens large, pour l'ensemble des agents de sécurité privés par exemple. Voilà, c'est notamment des formations qui sont proposées dans le bassin stéphanois et qui aujourd'hui cherchent, on le voit d'ailleurs avec les usines parfois, qui ont des affiches parce qu'ils recherchent tel ou tel métier activement. Je ne vous ai pas parlé du tourisme, parce que je me suis rendu compte il y a quelques jours qu'on n'était pas une destination qui était très au top, la Loire. Là aussi, on y travaille? Oui, on y travaille. Je sais qu'il y a tout un travail qui est fait par le conseil départemental en ce sens-là. Je pense que nous avons tous les atouts. Alors malheureusement, notre territoire parfois pâtit d'images négatives, et je pense que ça joue. Mais en tout cas, on a tous les atouts à la fois touristiques. On a un environnement exceptionnel. Je regarde rien que dans ma circonscription, lorsqu'on va à Saint-Genélaire, lorsqu'on va à Saint-Victor-sur-Loire, on a une proposition d'activité naturelle qui est formidable et qui est magique. On a à côté de ça après de grands équipements sportifs, de grands équipements culturels. On a aussi cette cité du design qui fait de notre région le cœur battant du design, avec en plus une galerie nationale d'ici les prochaines années. Donc voilà, nous avons tous les atouts en tout cas pour aussi tous les professionnels, que ce soit de la restauration, que ce soit de l'hôtellerie, peuvent accueillir. Donc c'est aussi notre rôle, je pense, en tant qu'élu, d'être les promoteurs, d'être les ambassadeurs de ce territoire, et c'est aussi le rôle que je me donne lorsque je suis à l'Assemblée nationale. Comment vous expliquez que la plupart des Français ne savent pas où situer la Loire? Est-ce que c'est le mot finalement qui est vague, parce que finalement la Loire c'est un fleuve? Oui, il y a le mot qui est vague, il y a d'autres départements qui ont le mot Loire aussi, qui les comprend, mais en tout cas, j'arrive toujours à faire situer le département. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous parlent du château quand on parle de Loire. On parle du château, alors, moi j'ai le château de Rochetaillé. Oui, je pense qu'effectivement, il y a un grand jeu, et ça a toujours été aussi la crainte du département de pas être bien situé par les Français. Mais moi, objectivement, je pense cette question avance vraiment, et je suis plutôt optimiste. Et je pense notamment aussi, il y a un sujet dont j'ai parlé à France Télévisions il y a peu de temps, c'est ce qui peut paraître anecdotique, mais qui est important, qui est celui de la météo. Le fait d'avoir le point Saint-Étienne sur la carte météo partout en France, c'est utile, c'est important. Ça permet aussi à chacun de situer la ville. Et j'ai pu en reparler à France Télévisions il y a peu de temps pour que cette question se règle définitivement. Mais je crois que le mot Saint-Étienne est trop long pour entrer dans la carte. Oui, mais ils peuvent mettre ST Étienne. Je pense que les Stéphanois leur en voudront pas trop. Un sujet aussi qu'on évoque beaucoup avec les journalistes, vous allez d'ailleurs présenter un rapport, je crois, sur l'audiovisuel public dans quelques semaines ou dans quelques mois. On ne comprend pas bien pourquoi les stations de télévision de France 3 ferment les unes après les autres. C'est même envisagé qu'il n'y ait plus d'informations sur l'antenne de la 3. Et paradoxalement, on voit tout un tas de villes qui annoncent l'ouverture de bureaux de BFM. Alors on a l'impression que d'un côté, on ferme le public et on ouvre le privé. Comment on explique ça aussi? Alors effectivement, je suis actuellement rapporteur de la mission sur l'avenir de l'audiovisuel public, qui est une question que je travaille déjà depuis plusieurs années, parce que j'ai eu l'occasion de porter la réforme de l'audiovisuel de 2020 avec le ministre Franck Riester. Le privé fait sa vie, le privé avance celle qui le souhaite, et tant mieux si le privé veut aussi aller sur de l'information locale, ça montre bien que c'est une attente forte de nos concitoyens. Par contre, c'est effectivement essentiel que le travail d'information de l'audiovisuel public, qui est de grande qualité, qui est de grande déontologie, puisse justement y trouver toute sa place. Alors, moi, je n'ai pas ces informations-là. L'important, et en tout cas c'est ce que souhaite France Télévisions, c'est que France 3 gagne encore plus en images d'actualité régionale, d'actualité locale. En tout cas, c'est le souhait de bien spécialiser. Il a annoncé que l'information va disparaître de France 3. Ah non, il y aura toujours France 3. L'idée, c'est que France 3 soit justement la chaîne de l'information régionale. Oui, la chaîne des locales, mais plus d'informations. Ah si, d'informations locales, et d'informations locales faites aussi en lien avec les bleus, ce qu'on appelle les antennes France Bleu. La fusion entre France Bleu et France 3. Alors il n'y a pas de fusion à ce stade, mais il y a un travail commun, des rédactions qui existent déjà. Il y a déjà, vous savez, par exemple, il y a des matinales qui sont diffusées également de France Bleu, qui sont diffusées sur France 3. Il y a un vrai travail qui est fait. Et je pense que c'est important, l'audiovisuel public, justement, qu'il y ait aussi cette connexion entre la radio et la télévision, qui est justement cette information qui soit unifiée. Alors ça ne veut pas dire moins de postes pour autant, ça ne veut pas dire une qualité moindre, mais ça veut dire juste une présence encore plus forte sur le terrain. Et non, je vous rassure, France 3, en tout cas, ne lâchera pas l'information locale, bien au contraire, elle compte la diversifier, elle compte l'amplifier en lien avec France Bleu. C'est l'information nationale qui sera plus sur France 3. Là, je pense qu'effectivement, ça c'est important. Le fait que France 3 fasse le choix de donner une priorité à l'actualité locale, tant mieux, c'est très attendu par nos concitoyens. En plus, c'est ce qui permet de mieux les connecter aussi après derrière à l'actualité nationale. Mais on ne peut pas avoir une actualité nationale à la fois sur France 2 et France 3 en concurrence en même temps. C'est-à-dire deux chaînes publiques financées par l'argent public,
qui serait elle-même en concurrence au même moment. Ça n'a pas de sens. Le sens, effectivement, c'est ce que fait France Télévisions, c'est de donner des spécialités aux chaînes. Donc France 2 pour l'actualité nationale, pour lequel France 2 est totalement reconnu, légitime et puissant, et France 3 pour l'actualité locale, avec des décrochages qui permettent à nos concitoyens de pouvoir suivre à un moment le national sur France 2 et à un moment le local sur France 3. Je vois que je me suis mal exprimé, mais qu'au final, on est d'accord. Absolument. Absolument. Et le rôle de l'audiovisuel public sera d'autant plus fort aujourd'hui avec l'ensemble des menaces qu'on peut avoir avec les partis extrêmes, avec l'ensemble des menaces de désinformation, de fake news qu'on peut avoir parfois émanant d'autres pays. Donc en tout cas, comptez sur moi pour être le premier défenseur de l'audiovisuel public parce que je sais combien ces professionnels sont compétents et utiles à notre démocratie. Pour revenir à la première circonscription de la Loire, après presque un an, quel est votre bilan? Comment vous avez vécu, entre guillemets, encore une fois, cette acclimatisation à la première circonscription? Alors c'est un bilan bien sûr passionnant et exigeant. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'objectif c'est d'être utile, d'être le plus présent, le plus à l'écoute possible, avec une semaine découpée en deux. En tout cas, le sens commun, la ligne commune de mon mandat, c'est effectivement d'être un député de terrain. Un député de terrain, bien sûr, ici, en étant très présent avec les associations, avec les collectivités, en étant le premier accompagnateur avec l'ensemble aussi des particuliers. Mais un député de terrain aussi lorsque j'arrive à l'Assemblée nationale. Parce que lorsque j'arrive à l'Assemblée nationale, je porte le même message que je porte ici. Au contraire, c'est vraiment les aspirations des citoyens de la circonscription que je porte à l'Assemblée nationale. Lorsque je vois la ministre de la Culture, comme je disais tout à l'heure, je lui parle de la circonscription. Lorsque je vois la ministre des Sports, je lui dis de venir voir mes dirigeants associatifs locaux. Lorsque je vais voir le ministre des Armées, je lui parle des entreprises d'armement de notre circonscription. Donc voilà, en tout cas, c'est ça que je porte à Paris, c'est ça que je porte à l'Assemblée nationale, c'est les souhaits de notre circonscription. C'est faire avancer les grands dossiers. Je pense par exemple aussi aux dossiers de nos communes. On a, pour en citer qu'un Villars, quelque chose d'assez exceptionnel. Cet écoquartier qu'on va appeler l'espace Bonnier, qui est novateur sur l'ensemble des politiques publiques d'aménagement du territoire et de revitalisation, de reverdurisation des centres-villes. Ça, c'est un projet qui est exemplaire au niveau national. Et c'est le projet que je porte notamment auprès du ministre Béchu et que je porte auprès du président de la République pour qu'il soit retenu, pour qu'il soit aidé au niveau local comme au niveau national. Et ça, c'est du concret parce que ça change la vie des gens. Et pour le marché de Terre-Noire, vous avez des infos? Alors le marché de Terre-Noire, effectivement, j'ai fait le choix de m'y engager très fortement, déjà parce que Terre-Noire est un quartier qui me tient vraiment à cœur, qui a compté aussi dans ma campagne, dans lequel je passe beaucoup de temps. J'étais sur le marché de Terre-Noire le mercredi, j'y retourne le samedi pour être au contact, bien sûr, d'ensemble des clients, en tout cas des habitants de Terre-Noire qui aiment ce marché qui est vraiment le cœur de Terre-Noire, au contact aussi des commerçants pour comprendre aussi les différents projets. Et les commerçants sont très clairs, beaucoup d'entre eux n'auront pas la capacité de suivre sur un marché extérieur. Et on sait très bien ce qui se passe. Lorsqu'on perd 2, 3, 4 commerçants, petit à petit, ça se délite. Et donc, il y a un risque de perte de marché. Et j'entends aussi les personnes âgées en termes de sécurité. Oui, absolument. Et j'entends les personnes âgées aussi en termes de sécurité, en termes de météo. C'est le dernier marché couvert de Saint-Étienne. C'est essentiel, c'est l'histoire de Terre-Noire. Donc, les habitants du quartier de Terre-Noire et alentour, parce qu'il y a aussi beaucoup de Saint-Jean-d'Air, d'habitants de Saint-Jean-Bonnefond qui y vont 2 fois par semaine, peuvent compter sur moi. J'y serai encore à nouveau demain pour les défendre et les soutenir très fortement. Je suis en contact bien sûr avec la municipalité, qui a un travail qui est pas facile, d'optimisation des bâtiments, qui a un travail aussi financier, qui est pas simple et que je comprends, qui va lancer un travail de concertation, qui va recevoir l'ensemble des commerçants et je les félicite de cette démarche. Et ensuite, une décision sera prise. Mais moi, ma position est claire, appuyée et j'ai pu le dire à plusieurs reprises. C'est quel délai cette décision à peu près? Je ne sais pas, je sais que la concertation doit avoir lieu la semaine prochaine. Très bien. Quand vous rencontrez les Stéphanois, est-ce qu'ils vous posent des questions ou ils vous demandent des informations sur la, je ne vais pas dire allez, le mot aussi, la sextape? Est-ce qu'ils vous parlent de l'affaire Perdriau-Artigue? S'ils m'en parlent, c'est pour me dire qu'ils en ont ras-le-bol qu'on en parle. Voilà, vraiment. Je pense qu'il y a un ras-le-bol général des Stéphanoises et des Stéphanois sur le sujet. Je pense que on a sur notre territoire quelque chose qui est très particulier. Au-delà de la solidarité, c'est cette fierté. On est fiers d'être verts, on est fiers d'être stéphanoises ou stéphanois. Ça, c'est l'histoire de la mine. Vraiment. On voit la petite lampe derrière. Absolument. Qui est d'ailleurs une lampe qui vient de Saint-Étienne, ce qui est très rare, qui est très ancienne, mais c'est une lampe très particulière qui est de fabrication stéphanoise. Ce qui est important, effectivement, c'est ce sentiment de fierté. Et lorsqu'ils voient l'image de leur ville à l'extérieur qui est aussi mauvaise, aussi dégradée par des personnes qui agissent mal, forcément, ça les touche. Donc je pense que le premier sentiment, c'est le ras-le-bol. Ensuite, je pense que la plupart des gens sont quand même assez respectueux du travail de la justice. Aujourd'hui, voilà, la police a fini son travail. La justice commence le sien. Vous savez que moi, j'ai toujours été très clair là-dessus sur le fait que 1, présomption d'innocence et 2, séparation des pouvoirs. C'est pas aux députés de faire la justice avant la justice, de faire la justice à la place de la police ou à la place des juges. On est d'accord. Ça, c'est clair. La seule fois où je me suis exprimé, c'est sur le sujet de la métropole. Le sujet de la métropole est très particulier.
la grande majorité des élus de la métropole ont voté un vœu parce qu'il y avait une rupture de confiance avec le président, l'appelant à démissionner. Et c'est le seul moment où j'ai communiqué, parce que je pense qu'en politique, au-delà de la présomption d'innocence, il y a la question de la confiance. La confiance a été rompue à la métropole, ce qui ne prévaut pas de la décision future de la justice, mais j'ai appelé le président de la métropole à en tirer les conséquences, puisque moi j'ai aussi 5 autres communes qui comptent énormément dans la métropole autre que Saint-Étienne. Mais ensuite, ce qui, on va dire, me différencie de ceux qui font beaucoup plus de bruit sur cette affaire, c'est 2 choses. Déjà, moi j'ai confiance en la justice. Je sais qu'elle prendra la bonne décision et je sais qu'elle fait le travail correctement, d'ailleurs d'où le temps d'enquête en cours. Et le deuxième point, c'est que je ne me lève pas tous les matins en me disant que je vais prendre la place de M. Perdriau. Voilà. Ah, ça pourrait être une question futuriste. Je viens d'y répondre. Voilà, on a la réponse. Donc Quentin Bataillon ne sera pas candidat dans 4 ans. En tout cas, je pense que c'est vraiment important qu'on reparle aux Stéphanois de ce qui compte pour eux, c'est-à-dire l'attractivité de la ville, la fierté d'être Stéphanois, on parle des valeurs positives. De démocratie. Si on était vraiment des démocrates, on démissionne et puis on se représente. Non ? Mais les élections ne sont pas immédiates. Et en même temps, on ne peut pas dire à la fois présomption d'innocence, la justice fait son travail, et avoir des sanctions immédiates. Imaginons que, quels que soient les élus dont vous parlez d'ailleurs, qui sont dans la même municipalité, ils démissionnent, mais la politique n'est pas liée au calendrier judiciaire aussi. Donc on ne va pas recréer des élections le lendemain de la décision de justice en disant excusez-nous, finalement on vous a jugé un peu vite dans l'opinion publique, vous étiez innocent, on vous a quand même sanctionné, vous pouvez revenir. Malheureusement la vie c'est pas comme ça. Donc je pense qu'il faut bien différencier les choses. Ce qui compte c'est que la ville tourne, c'est que la métropole tourne, c'est que aussi longtemps qu'il y a la confiance dans une collectivité, les choses avancent. Lorsqu'il n'y a plus de confiance, à ce moment-là on en tire les conséquences. Parce que ce qui compte c'est la vie des Stéphanes, c'est le quotidien des Stéphanoises et des Stéphanois et c'est que ces collectivités soient performantes et soient au niveau des attentes. Comme aurait dit un président célèbre, c'est une situation abracadabrantesque. Oui, et donc nous sommes pressés de sortir. Pour terminer, on va faire un point aussi sur le parti Renaissance. Vous êtes à la tête de la Loire, là donc. Comment ça se passe quels sont les horizons, sans jeu de mots avec un autre parti qui est dans la majorité. Donc c'est une renaissance, donc qu'est-ce qui se passe dans ce parti Renaissance de la Loire aujourd'hui ? Je pense que ce qui était important dans ce parti par rapport à son précédent, qui s'appelait La République En Marche, et auquel d'ailleurs je n'ai jamais été membre, parce que j'étais membre d'un autre courant qui s'appelait Agir. Ce qui est important, c'est que ce parti se reconnecte au terrain. C'est parfois ce qui a manqué à la majorité présidentielle, cette présence sur le terrain, cette proximité, ce passage par des élections locales. Et c'est ce que nous faisons. En tout cas, c'était aussi le sens de ma candidature pour devenir le président de Renaissance Loire, c'est de le reconnecter aux vraies aspirations des gens et être aussi un parti de proposition. J'ai pu réunir récemment les adhérents ligériens pour parler de la valeur travail, du partage de la richesse. Donc on a pu revenir notamment sur mon vote en faveur d'une taxe sur les superdividendes. On a pu revenir justement sur cette idée de compte épargne-temps pour que nous suive tout au long de notre vie un système un peu de RTT pour pouvoir se libérer un moment professionnel, soit à titre personnel, soit à titre professionnel pour une reconversion. On a parlé de cette idée de parrainage entre les grandes et les petites entreprises qui pourraient justement aider l'emploi senior et utiliser entre guillemets le senior, même si le terme peut être parfois péjoratif, justement pour utiliser leurs compétences pour propulser sur d'autres scènes, notamment internationales, des petites entreprises. Voilà, donc aujourd'hui, je veux un parti qui soit sur le terrain, qui soit connecté aux gens, qui ne soit pas hors sol et qui soit capable de faire des propositions à Paris. Et moi, même si parfois les propositions sont disruptives, parfois si elles ne correspondent pas exactement à la ligne initiale, que je puisse après les porter à l'Assemblée nationale, c'est le sens de mon vous avez action. des gens de Renaissance dans toutes les grandes villes de la Loire. Comment ça se passe structurellement ? Absolument. Le parti est structuré en fédération. Une fédération, c'est un département. Ensuite, il est structuré par circonscription au sein de la fédération. Un président de fédération. Ensuite, un bureau qui coordonne l'ensemble des actions sur le département avec notamment un trésorier, un secrétaire général. Et puis après, un délégué par circonscription pour mettre en place toutes les actions militantes en lien avec les jeunes avec Macron, qui sont la jeunesse liée à notre parti. Et les JAM, absolument, qui sont extrêmement dynamiques sur le territoire. Et est-ce qu'on est déjà en train de préparer les futures échéances ou alors on travaille sur plus long terme ? On travaille sur le fond actuellement pour pouvoir rendre ce mandat utile, pour pouvoir aussi travailler sur ces fameux 100 jours, cette ambition donnée par le président de la République. Moi, je souhaite aussi faire compter notre territoire dans ces 100 jours. On a, je pense, beaucoup de choses à obtenir de cette partie du mandat. Et ensuite, oui, bien sûr, il y aura des préparations de candidats, des préparations d'élections, puisque un parti existe aussi à travers les élections. Je crois que les prochaines échéances, c'est les européennes. Les européennes, absolument, qui a un scrutin
important, qui m'est cher. Ayant travaillé pendant 5 ans au Parlement européen, je serai très actif dans la campagne pour expliquer et rappeler à nos concitoyens l'importance de faire partie de l'Union européenne. Et comme on l'a dit, les élections municipales, c'est dans 4 ans. Oui. D'ici 4 ans, vous aurez peut-être le temps de changer d'avis. D'ici 4 ans, j'aurai surtout le temps d'être utile aux Stéphanoises, aux Stéphanois et à l'ensemble des autres habitants de mes circonscriptions. Quentin Bataillon, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, On Chef. se revoit dans quelques mois peut-être. Si Avec vous grand voulez plaisir. bien. Et puis nous, on se retrouve pour un autre interview dans quelques jours ou dans quelques semaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si, moi, j'aurais bien